Bienvenue dans Une patte dans la psychomote, le podcast du PEA du même nom. Aujourd'hui, nous recevons Marie Martineau, qui est une psychomotricienne travaillant en médiation animale avec son chien. Elle partage son expérience, sa formation et des conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce super domaine. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, donc je suis Marie Martineau, je suis psychomotricienne, j'ai travaillé en cabinet libéral, mais avant j'ai travaillé dans différentes institutions, de la crèche jusqu'à l'EHPAD, en passant par, des foyers d'accueil médicalisés, des centres de rééducation, des IME. Voilà, donc moi j'aime travailler finalement avec, tous les âges, du début à la fin de la vie. Ma petite particularité, c'est le sujet du jour, c'est que je travaille en médiation animale. Alors au cabinet avec un chien, enfin une chienne handi-chien qui s'appelle Luxie. Et j'ai aussi beaucoup travaillé en médiation animale avec les chevaux, ce que je fais moins actuellement. Voilà, j'ai été formée en tant que psychomotricienne à l'école de Lyon et puis je suis aussi enseignante à l'ISRP. Je donne des cours sur le développement psychomoteur aux premières années. Première question, qu'est-ce qui vous a amené, vous, vers la psycho? Vers la psychomotricité? Ouais. OK. Alors, au départ, j'étais partie pour être, vétérinaire. C'était mon rêve de petite fille, comme, beaucoup d'autres petites filles. J'ai démarré les études jusqu'en classe préparatoire où, je n'avais pas le niveau en mathématiques, donc il a fallu que je trouve un plan B et j'ai rencontré une psychomotricienne sur un forum des métiers qui m'a, passionnée parce qu'elle me transmettait de son métier et en discutant un petit peu avec elle, j'ai appris qu'on pouvait travailler, en tant que dans le soin à l'humain finalement, en psychomotricité, avec les animaux. C'est-à-dire qu'on pouvait, s'appuyer sur la relation avec l'animal pour soigner l'humain et finalement, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est ce qui m'intéressait le plus et de soigner l'être humain en tout cas. Et ce que j'aimais le plus aussi avec l'animal, c'était justement la relation qu'on pouvait entretenir et établir avec lui et ce que ça pouvait nous apporter. Et là, je me suis dit: «Oh mais c'est génial, il y a un métier qui est passionnant et qui nous permet de relier tout ça, donc banco». Après j'ai fait mes études et finalement je me suis rendu compte que dans la psychomotricité, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui me plaisaient, pas uniquement la médiation animale, mais quand même, c'était un de mes projets de base auquel je suis attachée, donc j'ai quand même œuvré pour pouvoir, l'intégrer dans mon métier. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée, à la psychomotricité et à la médiation animale. Oui, du coup, c'est arrivé en même temps. Oui, c'est ça, en fait, bon, c'est un métier qui, je pense, de toute façon, m'aurait intéressée. Mais évidemment, il y a eu un gros bonus qui m'a permis de vivre sereinement cette transition entre mon rêve de petite fille et mon rêve de grande fille et de vivre les choses sereinement et de finalement de trouver un métier qui était, au plus près de mes affinités, de mes centres d'intérêt et vraiment, je trouve que vivre la relation avec l'animal, elle est pour moi, c'est quelque chose de plus intéressant finalement que de faire des piqûres à l'animal. Vous disiez tout à l'heure que vous travailliez en libéral. Oui. Du coup, comment ça s'organise, par rapport aux animaux? Surtout par rapport aux chevaux? Comment est-ce que, voilà, comment est-ce que vous arrivez finalement à avoir les chevaux avec vous dans votre soin, tout en étant en libéral? Alors là, actuellement, j'ai pas encore monté de projet avec les chevaux parce qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de travail en ouvrant un cabinet et puis j'ai plutôt axé sur la petite enfance parce qu'il y a beaucoup de parents qui m'ont été orientés pour ça. Donc c'est vrai que j'ai plutôt fait des projets dans ce sens-là, mais bon, du coup, j'ai pas d'éléments de réponse pour les chevaux parce que l'idée, si je voulais mettre un projet en place, il faudrait que je trouve une structure qui a des chevaux, adaptés pour ce travail-là et qui me permettrait de travailler en partenariat, parce que moi j'ai pas de chevaux à moi, voilà, j'ai pas il faudrait que j'ai ma propre structure, c'est encore un autre projet. Là où j'ai travaillé avec les chevaux, c'était plus en institution. Donc pour le coup, je proposais des projets aux équipes et à la direction et de la même façon, finalement, j'allais créer des partenariats avec des personnes, avec des structures qui avaient les chevaux et le matériel pour. Donc là, en libéral, c'est surtout avec le chien que je travaille en médiation animale. Travailler avec, n'importe quel patient ou, vous choisissez vraiment les patients avec qui vous allez travailler en médiation animale? Alors, non, ça ne concerne pas tous les patients et pour un même patient, c'est pas forcément sur toute la durée de son suivi.
Alors il y a des patients qui me sont orientés exprès pour la médiation animale, où là, voilà, ça peut être, des patients pour qui les autres soins ont été un petit peu compliqués. Ils ont du mal à investir ou à adhérer, aux soins et en fait, c'est, les parents ou la famille me contactent parce qu'ils pensent que la médiation animale permettrait de créer un lien un petit peu différent et de permettre aux patients d'entrer dans le soin. Voilà, ou pour des adolescents qui sont très, très mal et qui ont pareil du mal à investir le lien. Donc ça, c'est des orientations un petit peu spécifiques, c'est pas du tout la majorité. Autrement, moi, je fais jamais les temps de bilan, heu, avec le chien. Je prends d'abord le temps de rencontrer la personne, parce que c'est déjà beaucoup de se rencontrer à 2, à 3 ou à 4, parfois ou à plus quand les parents, les frères et sœurs sont là. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis moi, j'ai besoin de comprendre un petit peu, le fonctionnement du patient avant de pouvoir proposer des objectifs sur les interactions, sur le sensoriel, qu'on peut avoir en médiation animale. Donc pas sur les temps de bilan et puis alors il y a des fois où quand je pense que c'est intéressant, ça fait partie du projet du patient, je le propose dès le bilan et on va démarrer les séances avec le chien. Il y a d'autres fois où on va dégrossir un peu le travail, on va aller travailler, les axes principaux et quand on en arrive à travailler vraiment tout ce qui est du relationnel, là, ça m'arrive d'intégrer le chien à mi-parcours. Et puis il y a des fois, c'est un petit peu par hasard où, c'est pas forcément l'objectif, c'est pas donc voilà et puis je tente une fois parce que Luxie, ma chienne, est là et je vois un petit peu ce que ça donne ou parfois elle est pas forcément censée être là, c'est un jour où on a décalé un peu les séances du patient et puis il se retrouve nez à nez et là je vois ce qui se passe et ça je m'autorise à le faire parce que, il y a des enfants pour qui ça a pu, désamorcer un petit peu certaines situations. Je pense à des tout petits, un tout petit notamment qui est un enfant placé en famille d'accueil, qui avait beaucoup, beaucoup de mal qui avait des troubles de l'attachement et qui avait du mal à entrer dans la pièce. Vraiment cette transition-là, de passer d'une personne à une autre, même d'entrer même avec sa maman d'accueil, c'était compliqué et donc on a travaillé sous différents aspects. Et puis un jour, j'ai pas fait exprès, mais Lucie était là. Et là, il a ouvert la porte et ses yeux se sont mis à briller et il est entré sans se poser de questions. Et on a fait un travail super intéressant suite à ça et voilà, c'était un petit peu un hasard, mais le hasard fait bien les choses ou en tout cas, voilà, c'était peut-être un acte manqué de ma part aussi. En tout cas, voilà, il y a des fois où j'ai un peu cette souplesse pour voir ce qui se passe et si c'est pas adapté, on continue pas ou alors elle est là ponctuellement et si c'est adapté, on va carrément axer les objectifs thérapeutiques sur le travail avec le chien. Ok, génial. Et du coup, travailler avec le chien, ça vous a demandé une formation spécifique? Oui, alors il y a rien d'obligatoire en France. Il n'y a pas de diplôme officiel et il n'y a pas de législation qui nous dit que quand on travaille avec un animal, il faut tel diplôme et cetera. Donc c'est, au bon vouloir de chaque professionnel. Par contre, j'ai quand même mon avis là-dessus. C'est que pour moi, on est quand même, sur un terrain, où il y a beaucoup, beaucoup de certes beaucoup de richesses, mais aussi beaucoup de risques de maltraitance et du patient et de l'animal, quand on ne fait pas les choses correctement. Donc éduquer un animal pour ce métier-là et j'entends bien, je pèse bien mes mots quand je dis métier, c'est pas anodin. Il faut connaître toutes les subtilités des comportements et du fonctionnement de l'animal en question et réussir à analyser ce qu'il en est pour tel ou tel animal et de pouvoir décider si effectivement tel animal est apte à faire ce travail-là, sans que ça le rende malheureux et dans l'idéal, que ça le rende aussi un petit peu heureux. Et ça, c'est un métier, identifier ces animaux et lire les comportements et éduquer un animal, que ce soit le chien, le cheval ou autre, pour faire ce travail-là. Pour moi, c'est un métier, donc en tout cas, moi, c'est des compétences que j'ai pas, parce que je trouve que c'est des compétences, ça demande un certain niveau. Donc je préfère me rapprocher d'organismes ou de professionnels qui savent faire ça. Donc, partant de ce principe, moi, je me suis renseignée et c'est là que j'ai découvert l'association, Handi-Chien, donc Handi-Chien, c'est souvent les gens, connaissent, disent: «Ah oui, c'est l'association des chiens à l'aveugle». Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est une association qui fonctionne un peu sur les mêmes principes, c'est-à-dire qu'elle a des dons, elle forme les chiens, elle les remet, aux personnes qui en ont besoin. Et là, ça concerne plutôt, pour les chiens d'assistance, d'Handi-Chien, des personnes qui ont un handicap moteur
ou ceux qui ont des crises d'épilepsie ou des troubles autistiques. Mais là, c'est plutôt l'accompagnement après d'autres formes de handicap que le trouble sensoriel qui est la cécité. Et ils forment aussi des chiens, donc ils ont des chiens d'assistance, des chiens d'éveil pour les tout petits, des chiens pour les enfants avec des troubles autistiques, des chiens qui décèdent des crises d'épilepsie et des chiens d'accompagnement social. Ça, ce sont des chiens comme Luxi, donc moi j'ai un chien d'assistance et d'accompagnement social, qui sont entre guillemets sélectionnés et formés pour pouvoir travailler avec différentes personnes. C'est-à-dire qu'ils vont être confiés à un référent ou deux qui vont prendre le chien en charge dans son quotidien, qui vont être formés à travailler avec le chien, et après le chien, lui, va pouvoir rencontrer plusieurs patients ou plusieurs personnes dans un même établissement. Donc c'est les chiens, par exemple, qu'on retrouve dans les maisons de retraite, ou qui sont confiés comme moi à des professionnels de santé pour travailler avec différentes personnes. OK, c'est génial, je savais pas du tout que ça existait, ce genre de choses. Et du coup, parce que du coup, c'est compliqué de choisir soi-même un chien et tout, c'est génial. Bah oui, parce que les chiens handichiens, leur parcours, c'est qu'ils ont handichiens travaillent avec des élevages de golden et de labrador. Alors ils ont aussi quelques autres races, mais essentiellement golden et labrador. Et après, ils regardent un petit peu au niveau des antécédents médicaux des parents, parce qu'il faut que ce soit des chiens qui soient en pleine forme, puisqu'ils vont être confiés à des personnes qui pourront plus ou moins prendre soin d'elles. Des personnes qui sont en fauteuil ne vont pas pouvoir porter le chien si au bout de 2 ans, il fait une dysplasie de hanche, etc. Il y a des critères au niveau de la santé, il y a des critères au niveau du comportement. Et en fait, après, il y a 2 ans de travail minimum. Donc, c'est des chiens qui sont passés 1 an et demi en famille d'accueil. Les familles d'accueil, elles sont formées toutes les semaines avant en centre handi-chien pour suivre, enfin, pour pouvoir faire la formation et éduquer les chiens. Et après, ils vont au moins 6 mois en centre handi-chien, où là, ils travaillent comme à l'école, sauf le week-end, toute la semaine sauf le week-end avec les éducateurs canins, pour prendre ce métier de chien d'assistance. Et après, ils sont spécialisés suivant leur tempérament, souvent. Et donc, c'est pas, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un métier, parce que c'est quand même pas anodin de réussir à sélectionner un chien et de lire, parce que parfois, il y a des chiens qui conviennent pas, qui ne vont finalement pas être confiés. On dit qu'ils sont réformés. Et parfois, c'est pour des petites subtilités, des petites choses qu'on ne percevrait pas forcément si on ne connaît pas, mais qui pourtant peuvent avoir leur importance ensuite. Et voilà, c'est quand même au moins 2 ans de travail. Je dis au moins parce qu'il y a des chiens qui redoublent et qui refont 6 mois de plus en centre handi-chien quand ils ne sont pas tout à fait prêts à 2 ans. Donc, c'est pas anodin. On demande quand même beaucoup, beaucoup de choses à ces animaux-là, en termes émotionnel, affectif, de contact, voilà, ils vont être confrontés peut-être à des personnes qui ont des troubles du comportement, qui ont une démarche un peu spécifique, qui peuvent avoir des émotions un petit peu débordantes. Voilà, bien sûr, la liste est longue. Et si ce n'est pas des chiens qui sont tranquilles avec ça, et qui prennent plaisir à être avec l'humain, etc., on peut faire fausse route et ne pas apporter de choses intéressantes au patient, voire lui nuire quand on pousse les choses à l'excès, et on risque de maltraiter aussi l'animal en n'ayant pas appris à lire les signes de mal-être du chien ou du cheval, c'est pareil, dans les situations où c'est un peu plus compliqué pour lui, et là, dans lesquelles il faut le retirer. Mmh. OK. Et du coup, vous êtes formés un peu au comportement canin et à tout ça? Enfin, vous prenez des cours ou je sais pas? Alors du coup, oui, c'est ça la question à la base. C'est je me suis formée avec Handichien. Handichien, il fonctionne, donc on fait une demande, on écrit tout un projet pour expliquer les patients avec lesquels on travaille, ce qu'on aimerait mettre en place avec le chien, pourquoi, quel type de chien, etc. Si leur projet est validé auprès d'Handichien, dans ce cas, notre projet est retenu, et là, on va avoir une première formation pour monter ce projet-là, pour le mettre vraiment en place dans l'établissement. Et on a une deuxième formation où là, on apprend effectivement le fonctionnement du chien, à lire les signes, et on apprend les codes que le chien a appris pour fonctionner avec lui. Donc, on a de la théorie et de la pratique pendant cette formation-là pour apprendre à fonctionner avec le chien. Et après, dans le cas de l'association Handi-Chien, on reste en lien avec l'éducateur canin qui est responsable du chien pour la mise en place des ateliers. Et c'est une personne vers laquelle on peut se tourner dès qu'il y a besoin. Et du coup, dès cette formation théorico-pratique, ils vous mettent en binôme avec le chien qui va vous être attribué? Oui, en fait, donc les étapes, on écrit le projet, c'est validé par Handichien. On fait la première formation de 3 jours où là, on n'a pas de chien. C'est juste pour appuyer un petit peu la théorie et pour mettre bien en place le projet.
Ensuite, Andy Chien va venir dans notre structure et moi, par exemple, j'ai rencontré 5 chiens différents et là, ils voient en fonction des réactions du chien, là où ça colle pas. Ensuite, donc il y a un chien qui est décidé, qui est sélectionné, enfin voilà, ils choisissent le chien qui nous sera confié et ensuite on fait une formation cette formation théorico-pratique où là, effectivement, on est avec le chien et alors du coup, c'est là que vraiment il nous est confié, donc sur les parties théorie, c'est un établissement spécial, ça en Alsace que ça se passe, où ils ont un espace où les chiens restent, quand on ne travaille pas avec eux et il y a des moments de la journée, on va travailler avec eux et puis le soir, dès le premier soir, on rentre à l'hôtel avec nos chiens et là, ça y est, c'est parti. Donc on est très accompagnés, c'est une semaine très, très intense, émotionnellement aussi d'ailleurs, parce que c'est quand même très fort de créer ce nouveau binôme. C'est vraiment très riche comme expérience. Et on repart, du coup, il y a une cérémonie officielle à la fin de la semaine avec la fondatrice d'Andy Chien qui, bon, elle est un peu âgée maintenant, je ne sais pas si elle continue de venir, mais en tout cas, moi, à l'époque, elle est venue. Et qui, voilà, c'est les familles d'accueil, lorsqu'elles peuvent être présentes, qui ont connu le chien pendant 1 an et demi, qui nous remettent le chien euh, avec l'éducateur et cette fameuse dame fondatrice d'Andy Chien. Et ensuite, on rentre avec nos chiens et ça y est, c'est parti. Ok. C'est génial. Ça peut être très, très fort à la fois pour les familles et aussi pour les soignants du coup parce que c'est vraiment un relais. Ah oui, 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 c'est une formation où on pleure beaucoup. Enfin, on pleure beaucoup, on rit beaucoup. En fait, c'est particulier. Pendant une semaine, on sort aussi de notre quotidien. On a toujours une pensée pour nos patients parce que c'est pour eux aussi qu'on vient là. Et en même temps, on est dans une petite bulle où il n'y a que des chiens partout. Chacun se rencontre chacun. Il y a toutes les émotions qui émanent de ces rencontres, de ces petits duos qui sont en train de se former. Il y a des photos qui sont prises, il y a des personnes qui vont aussi venir témoigner de leur propre expérience. Voilà. Alors, dans l'association, il y a des personnes qui sont psychologues, qui travaillent aussi avec l'hypnose et qui nous proposent aussi des petits temps pour travailler un petit peu tout ça. Et évidemment, après, au moment de la cérémonie, c'est très émouvant puisque les familles d'accueil, c'est des personnes qui sont bénévoles et qui sont forcément très attachées aux chiens parce qu'elles les ont eu tout petits et qui se sont énormément investis pour finalement confier un animal auquel ils se sont attachés, mais pour aller faire du bien à d'autres. Donc tout ça, ça fait un gros panaché d'émotions. Mais c'est vraiment une très belle expérience. Et du coup, en continuant dans les registres des expériences, est-ce que vous pourriez nous raconter votre expérience la plus marquante autour de la médiation animale? Ah, j'en ai plusieurs. Je peux en choisir 2 quand même? Oui, 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 on prend. Hein. Alors, j'ai travaillé quand j'ai monté le projet, je travaillais avec l'UXI, je travaillais pas encore en libéral, j'étais en institution et j'avais une partie j'avais monté le projet sur 2 établissements en parallèle et un de ces établissements, c'était un centre de rééducation pour des adultes qui avaient des pathologies neuroévolutives et il y avait notamment une unité sur laquelle j'intervenais qui était des patients en état végétatif chronique et état post-relationnel. Alors, c'est des personnes qui ont un état de conscience très, très faible, qui ont des très gros des très gros accidents de la vie et on ne sait pas trop ce qu'ils arrivent encore à percevoir. Ils n'ont plus de mouvement, plus de langage, très peu de réactions à leur environnement, mais ils sont toujours vivants. Et de manière chronique, donc on ne sait pas a priori, c'est différent du coma. Donc on sait, voilà, il y a des soins qui leur sont procurés, mais il y a très très peu de signaux qui nous indiquent ce qui peut être, ce qui peut leur déplaire, leur plaire. Alors, en état post-relationnel, on a un état de conscience qui est un peu plus élevé. C'est des personnes qui vont pouvoir crier lorsqu'elles ont mal. Ou voilà, il y a quand même quelques manifestations. Et donc là, l'exemple, c'est avec un monsieur qui était en état post-relationnel, justement, et qui manifestait très, très, très peu de choses. Parfois, quelques sons au moment de la toilette, quand il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas. Et donc, je l'ai présenté Luxi la première fois. Luxi, alors c'est une chaîne qui est un peu particulière. Moins la personne a de capacité de communication et de langage, plus elle va aller chercher fort le contact, voire lécher le visage, etc. Elle peut vraiment y aller de façon intense. Et donc là, c'est ce qu'elle a fait avec ce monsieur qui a été ému aux larmes. Et c'est un monsieur, voilà, l'équipe ne l'avait jamais vu pleurer ou réagir comme ça. Et le contact avec la chienne, voilà, l'a ému aux larmes. Donc
un moment très, très fort pour l'équipe, dont moi-même. Et un autre exemple que j'aime bien aussi, une petite fille que je vois au cabinet. Aujourd'hui, elle est en 6e et ça fait 4 ans que je la vois. C'était une petite fille qui venait me voir parce qu'elle était très, très inhibée. C'était même compliqué de venir saluer les personnes qui entraient, voilà, les collègues de son papa, par exemple, qui venaient prendre l'apéro à la maison. Elle est très, très inhibée et beaucoup de difficultés dans le lien à l'autre. Et puis des troubles des coordinations, voilà, une certaine maladresse corporelle qui n'arrangeait pas les choses. Et elle avait une phobie, mais une vraie peur bleue des chiens. C'est-à-dire que si elle les voyait en photo, elle pouvait commencer à avoir des symptômes d'anxiété. Et on a commencé à travailler le lien toutes les deux. Et à un moment donné, j'ai proposé qu'on intègre le chien parce que c'était difficile de sortir de chez elle, aussi parce qu'elle avait peur de croiser un chien. Donc on a commencé, je l'ai montré, sur plusieurs séances, j'ai juste montré la photo, j'ai parlé de l'oxy. Et puis après, à l'époque, l'entrée du cabinet, il y avait le bas de la porte où on pouvait voir à travers. C'était comme une fenêtre transparente, enfin, on pouvait voir à travers. Et donc j'ai demandé à la petite de sortir et de regarder l'oxy à travers. On a fait ça sur plusieurs séances. Et puis petit à petit, étape par étape, on a intégré l'oxy dans la pièce, alors loin au départ et de plus en plus près. Et puis jusqu'à ce que l'oxy puisse se balader un petit peu loin, que j'ai plus besoin de la tenir. Et puis après, jusqu'à ce que la petite puisse venir lui toucher le bout de la queue, le bout de la patte. Et petit à petit, jusqu'à ce que la petite fille en question, elle prenne beaucoup de plaisir à retrouver l'oxy, elle puisse être à l'aise à la caresser et puis faire des exercices, comme par exemple lui faire enlever ses chaussettes, la faire aboyer. C'est des choses qui étaient très, très impressionnantes. Voilà. Et je pense que c'est au bout de 2 ans de travail qu'on est arrivé à ça. Elle pouvait fonctionner avec l'oxy, lui faire un parcours, lui faire un câlin en arrivant. Et ils ont même, à la maison, adopté un golden. Ah, Voilà, c'était l'ultime. J'aime bien, je trouve ça touchant cet exemple parce qu'en fait, c'est une maman qui va pas très bien non plus. Et le fait d'adopter ce chien dans la dynamique familiale, ça a permis d'ancrer les progrès de la petite dans quelque chose de très positif pour toute la famille aussi. Donc, ça, voilà, c'est un exemple que je trouve assez fort et assez beau. C'est mon avis personnel. merci. Et est-ce que vous auriez des livres à conseiller pour en savoir un peu plus là-dessus? Sur la médiation animale ou avec les chiens? Et j'ai ma collègue Chloé, je ne sais plus son nom de famille, qui est psychologue et qui travaille avec les chiens de chiens et qui est investie dans l'association, qui a écrit un livre dernièrement. Pour créer mon projet, j'avais utilisé une thèse d'une étudiante en vétérinaire qui avait travaillé sur les chiens audichiens et ça m'avait beaucoup aidé pour monter mon projet. Mmh. Celui de la FENTAC, c'est un organisme de formation pour la thérapie avec le cheval, qui a été créé par Renée de Lubersac, qui est une psychomotricienne. OK. Voilà, donc celui-là, pour mes projets, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai pioché pas mal de choses, mais notamment un article de Jean-Claude Barré, qui est un éthologue, qui est décédé aujourd'hui, mais avec qui j'avais fait une formation en éthologie du cheval, qui était un monsieur super intéressant. Poney chevaux au secours de l'autisme. Bon, c'est très ciblé sur l'autisme. J'avais fait en fait, ça date de quand j'étais moi-même à l'école, j'avais fait un stage avec des enfants qui étaient trop autistiques et on faisait un groupe d'équithérapie. Donc, l'enfant, l'animal, une relation pleine de ressources de Daniel Marcelli. Alors, Daniel Marcelli, je crois que c'est un Lyonnais, c'est un pédopsychiatre. Ah non, CHU de Poitiers, pas du tout. Mais je sais qu'à l'école, on avait étudié pas mal de choses, d'articles de ce monsieur. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir. Voilà, c'est un monsieur qui peut aussi apporter des éléments intéressants en psychomotricité pour la médiation animale. Et après, j'en ai pris un dernier aussi. J'avais rencontré ce monsieur en conférence. C'est un Américain qui s'appelle Rupert Isaacson, qui a écrit L'enfant cheval, la quête d'un père pour guérir son fils autiste. Et en fait, c'est un monsieur qui a fait un fils avec des troubles autistiques quand même assez sévères et qui a, de par des petites expériences de vie, découvert que les comportements de son fils pouvaient être différents au contact du cheval et au contact des chamans. Et donc, il a fait tout un périple en Mongolie à cheval avec son fils pour essayer de trouver des choses qui lui feraient du bien. Et il raconte cette histoire-là, donc c'est une histoire vraie. Et, voilà, j'avais trouvé que c'était, pour réfléchir un petit peu sur la médiation animale, c'était un beau témoignage, quoi. Oui, il est génial ce livre, j'avais lu les 2 parce qu'il y en a un deuxième aussi Ah, c'est et vrai? du coup oui. Dis-moi l'auteur, du coup.
Oui, bah, avec le même enfant et ils sont repartis, quelques années plus tard, Ah! en Afrique, je crois. Non, je sais plus où, mais c'était super intéressant aussi. Ah, beh, bah, c'est très bien, je vais le lire aussi alors. Merci. Est-ce que vous voudriez encore monter d'autres choses que vous voudriez partager ou? Bah, après une des choses qui pourrait, que je garde en tête, c'est de monter un projet avec les chevaux. Ouais. Heu, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai fait des formations à droite à gauche avec les chevaux très très spécifiques sur des thèmes, voilà, en hippothérapie, c'est des techniques un peu particulières et j'ai pas de formation globale. Par exemple, je trouve que la formation de la FENTAC, elle est très globale. Alors après, c'est des formations qui sont très chères et longues. C'est pour ça que ce serait un gros projet. Mais j'apprécierais, faire une formation un peu plus solide avant de monter un projet en libéral. C'est pas la même chose que de monter un projet en institution. Mais pourquoi pas? Quelque chose que, voilà, que j'affectionne beaucoup et puis le travail avec le cheval, c'est encore différent du travail avec le chien. On n'est pas du tout sur des animaux qui ont les mêmes tempéraments, les mêmes façons de fonctionner, ni les mêmes propriétés, sensorielles et relationnelles. Donc, il y a plein de choses très, très intéressantes à faire. Et voilà, après je me dis, là, Lucie, c'est très riche le travail avec le chien, donc je me dis peut-être que je continuerai aussi dans ce sens-là. Et puis de temps en temps, j'intègre mon chat aussi en médiation animale, enfin en séance. Mais c'est un chat qui est pour le coup qui est c'est des moments très, très ciblés parce que c'est pas du tout un chat qui c'est un chat qui aime beaucoup la compagnie. Donc en fait, elle s'incruste un peu au cabinet quand elle a envie. Elle saute, elle suit la chienne et puis elle se retrouve avec nous. Mais voilà, c'est des enfants, c'est très, très ciblé, c'est certains enfants, c'est pas, voilà, c'est du bonus pour le coup. Là, je suis très, très, très prudente parce que pour le coup, c'est pas un chat qui. Bon, c'est déjà plus compliqué de former un chat. Donc, je fais juste avec les enfants qui je sais ils arriveront à s'adapter au chat et je ne demande pas au chat de s'adapter pour le coup. Du coup, qu'est-ce que ce serait finalement les conseils que vous pourriez donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans tout ce qui est médiation animale et les projets thérapeutiques autour de. Eh bien, de se former. Le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de ne pas prendre ça à la légère et vraiment, même si on aime beaucoup les animaux, qu'on a toujours vécu avec des animaux, moi, c'est mon cas, j'ai monté à cheval pendant des années. euh, Et pour autant, voilà, j'avais un certain niveau d'équitation et pour autant, je ne me suis pas dit que j'étais en capacité d'éduquer un cheval pour ce travail-là. Donc, s'entourer des bonnes personnes et se former. Ça, ce serait. Voilà, et s'entourer des bons animaux. C'est pas parce qu'on a un poney à la maison qu'on peut forcément faire de la médiation animale avec. Pourquoi pas? Peut-être que si. Mais il faut vraiment se poser les bonnes questions et s'entourer pour faire les choses avec de la meilleure façon possible. Et puis de s'accrocher parce que ça demande un peu de travail. Par contre, ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles et on arrive à travailler des choses qu'on ne peut pas travailler avec d'autres médiateurs. Donc, voilà, ce seraient mes 2 conseils. Et du coup, la petite question pour la fin qui va devenir rituelle, c'est si on vous demandait de définir la médiation animale, Quelle définition j'en donnerais? définiriez personnellement. On va faire simple. Médiation animale, ce serait le moyen thérapeutique qui entrer, qui intègre un animal ou plusieurs dans la relation entre le patient et le soignant et qui permet de se reposer sur les compétences de chacun, y compris les compétences de l'animal qui sont forcément différentes d'un point de vue relationnel et sensoriel de celles de l'être humain, pour pouvoir faciliter le lien, faciliter le déploiement des compétences du patient et, euh, et finalement aussi élargir un petit peu les possibilités et les outils du soignant. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est vrai que si on met, c'est vraiment l'idée d'une relation en triangle pour aller chercher les forces de chacun, et chercher et déployer les forces de chacun en se reposant sur ce qui émane des relations possibles des uns et des autres. Si on met juste un patient et un thérapeute ensemble, il y a évidemment plein de choses qui peuvent être travaillées et se passer dans cette relation thérapeutique-là. Et si on met juste le patient et le soignant, bon, on est sur une relation plutôt amicale pour le coup, ou de formation, etc. Et si on met juste l'animal et le patient, on ne sera pas sur de la thérapie non plus. Ce qui va permettre, ce qui va nous mettre vraiment dans une démarche de soins et de médiation, c'est que le thérapeute s'appuie sur ce qui se joue entre entre le patient et l'animal, entre l'animal et lui, et entre lui et le patient, pour pouvoir apporter ce dont le patient a besoin et l'aider surtout à aller chercher toutes ses compétences au fond, ancrées en lui, quoi.
C'est pas forcément très clair comme définition, mais j'espère que vous avez cerné l'idée. Oui, je pense que Ça c'est va. très bien. OK, merci. OK. Et ben, je crois qu'on a plus de questions. Oui, je Maëlys? crois qu'on a fait c'est bon pour moi. Moi, j'ai le droit de poser une petite question? Allez-y. Et vous, quels sont vos projets par rapport à ça? Alors peut-être déjà dans l'échelle du PEA et puis après, à l'avenir, est-ce que ce travail-là vous donne des envies? Comment ça fait mûrir un peu les choses, pour vous? Du coup, au niveau du PEA, déjà, on fait, un tour un peu général de tous les animaux et on essaie de se renseigner et de transmettre un peu, ce qu'on peut, glaner comme information un peu partout, à d'autres. Parce que, avoir une certaine transmission aussi parce que c'est pas un sujet qui est très abordé et très connu finalement. Voilà et puis, moi, je me finis dans la psychomotricité, avec, grâce à des expériences autour du cheval et d'une petite fille, en situation de handicap que j'ai pu, accompagner, à poney et du coup, moi j'aimerais vraiment, le cheval du coup, dans la dynamique et me former à ça, en ISRP, plus vite. Voilà. D'accord. C'est vrai que j'ai pas beaucoup donné d'exemples avec les chevaux, mais je suis en train de me rendre compte. Ce que vous dites, ça fait penser à plein de petites choses, mais bon, la liste pourrait être longue. Et ben, moi, du coup, avec le PA, j'aimerais bien qu'on puisse assister à 2 séances. Après, je sais que c'est compliqué avec, quand c'est vraiment des thérapies, mais par exemple, dans les fermes pédagogiques et tout, ça peut être intéressant. Et sinon, personnellement, bah, moi, je suis venue en psychomos parce que justement, un peu si, c'était un peu comme vous parce que, j'étais en gros bénévole, dans un centre qui faisait de l'hypothérapie et donc c'est ce que j'aimerais faire après. Avoir un centre et avec les chevaux et de la psychomote, mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà. Oui, bah, c'est un gros projet. Après, c'est un très beau projet. Il y a vraiment des choses à faire, mais effectivement, c'est un gros projet. Mais mais bon, dans mes conseils, je vous encourage. Merci. OK, super. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant en tout cas Ouais, et merci. merci Bah, d'avoir c'est pris le toujours un plaisir de partager ça et puis, ben, tenez-moi au courant de vos projets, hein, on sait jamais. Avec plaisir et puis on vous tient au courant aussi de l'avancée de l'interview, on vous enverra ça. Oui, 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 avec plaisir aussi, c'est vrai. Merci beaucoup. Bonne soirée Bonne à vous soirée à et vous, puis, à bientôt. à une Et au revoir. prochaine. C'est la fin de cet épisode de notre podcast. Merci d'avoir écouté cette discussion. On espère que vous l'avez apprécié autant que nous. Vous pouvez vous abonner à notre Instagram et à notre podcast et rester à l'écoute pour découvrir d'autres épisodes. À bientôt!